Salut tout le monde, c'est Justice et aujourd'hui on passe sur la faction Ordis. Ordis, c'est la faction de l'ordre, on a des soldats, on a des bureaucrates. La stratégie globale, c'est de mettre en place des jetons, des personnages. On veut la quantité pour écraser un petit peu l'adversaire. On va faire ici une revue globale des cartes et voir un petit peu les synergies qu'on va pouvoir trouver. Euh, L'objectif principal, c'est de vous amener à réfléchir à la construction d'un deck qui est efficace en fonction des rares et des uniques que vous pouvez avoir. Je ne vais pas aller dans le détail de la stratégie vraiment très axée en fonction du héros que vous avez choisi. Euh, je ferai ça dans d'autres vidéos. Et de la même façon, si vous voulez avoir une réflexion sur d'autres factions, je vous invite à voir les autres vidéos que j'ai faites à ce sujet. La faction Ordis, c'est une faction qui aime mettre des jetons. On a pas mal de synergie autour de ça. Quel que soit le héros, on est toujours sur la mise en place de jetons. Certains héros vont vouloir en mettre beaucoup plus que d'autres. Mais on va retrouver cette mécanique dans pas mal de cartes. Et donc, ça va être un effet qui va être plutôt intéressant si on arrive à le comboter avec des cartes qui ont besoin d'avoir des jetons ou des cartes qui viennent tout simplement booster les jetons. Sur ce tableau, on a du coup toutes les communes de la faction sur la première ligne, toutes les rares de la faction sur une deuxième ligne, et ensuite je vais présenter les transfuges qui nous viennent d'autres factions sur une troisième ligne. J'ai mis les cartes avec leur coût faible en premier au niveau des personnages, leur coût fort ensuite. On retrouvera ensuite à droite les sorts et enfin les permanents de la faction. Le héros de papier, c'est une carte qui nous coûte que 1 depuis la main ou de la réserve pour être jouée. On va surtout la jouer depuis la main pour son coup de 1, pour être mis en place. Ça permet d'aller se positionner sur une expédition. Ça oblige l'adversaire à aller mettre quelque chose sur cette expédition et donc à aller dépenser quelques ressources. Mais au niveau de la réserve, on va pas généralement pas la jouer pour son coup de 1 pour aller juste mettre 1. Sauf si on veut juste temporiser un petit peu et voir ce que l'adversaire peut mettre en place. Sinon, on va plutôt avoir tendance à utiliser son effet de soutien pour aller mettre un jeton soldat 1-1-1 qui est quand même plus efficace que le 0-0-1 que nous propose le héros de papier. On a du coup, comme je le disais, des synergies assez faciles à faire avec les jetons soldats, donc c'est toujours plus intéressant. Dans sa version rare, il a quelques stats un peu meilleures, mais il reste à 0 en plante, donc c'est un petit peu dommage. Ça peut permettre néanmoins sur un premier tour d'aller prendre la majorité sur une expédition, en tout cas au niveau de l'océan. Donc il pourrait avoir son sens d'être joué en rare, même si je pense qu'il y a quand même d'autres rares qui sont plus pertinentes à mettre dans le deck. La troupière Ordis, deuxième carte qui nous coûte seulement 1 depuis la main et depuis la réserve. Des stats plutôt équilibrés, cette fois-ci 1-1-1, donc la carte par excellence pour venir temporiser. On met 1-1-1, on oblige un peu l'adversaire à nous suivre sur l'expédition et puis on voit ce qu'il met et on peut réagir en conséquence. Sur sa version rare, elle est pas mal du tout puisqu'on a quand même des stats intéressantes. 1-2-2 pour le même coup. Ça permet du coup de la jouer à 2 fois pour avoir des statistiques plutôt bonnes pour des coûts très faibles. Sur un premier tour, ça permet logiquement d'aller prendre peut-être une expédition grâce à ça, ou en tout cas de faire une très bonne tempo. Et du coup, je pourrais la rejouer de la réserve le tour d'après, et ça me ferait exactement la même chose, donc c'est plutôt intéressant. Le roi grenouille est une carte qui a des stats plutôt bonnes par rapport à son coût. Ça coûte que 2 depuis la main et de la réserve et ça rajoute 3-0-3. Pas d'effet particulier, tout comme la troupière, mais ça permet de prendre efficacement un biome de plantes ou un biome d'océan. Et on peut faire la même chose avec sa version rare qui va cette fois-ci nous coûter que 1 pour mettre 2-0-2. Alors le 1 est intéressant puisque, encore une fois, ça nous permet quand même de temporiser, de voir ce que va faire l'adversaire et donc d'attendre potentiellement de ne pas se faire gérer un petit peu tous ces personnages et de mettre la bonne surprise à la fin de son tour. Le cadet Ordis est une bonne carte dans le sens où il nous amène un jeton soldat avec lui. Donc il coûte 2, il va nous ramener 1-1-0 plus le jeton soldat recrue Ordis 1-1-1. Donc ça va nous faire l'équivalent d'une 2-2-1, ce qui est
pas excellent en soi, mais quand on connaît un petit peu les effets des jetons, et on verra qu'il y a plusieurs cartes qui permettent quand même de les pimper de façon assez intéressante, bah, finalement ça rentre dans pas mal de decks qui veulent avoir beaucoup de jetons et vouloir booster ces jetons-là. La version rare, pas forcément beaucoup plus intéressante. La différence, c'est qu'on vient rajouter un sur le stade de l'océan et que ça nous permet, au lieu de rajouter une recrue hors 10 sur la même expédition du cadet, ça la met sur l'autre expédition. Alors dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas le choix de l'expédition dans laquelle on le met. Ici, la rare est intéressante puisqu'elle permet de couvrir aussi l'océan. Du coup, sur un premier tour, c'est pas mal. Ça permet de venir aussi chercher, d'être plus polyvalent, de venir chercher un biome d'océan si l'adversaire il avait un 0 en statistique sur ce biome-là, alors que nous, il nous fait avancer. Et le fait de pouvoir, enfin de devoir positionner son jeton sur l'autre expédition, c'est généralement un peu plus intéressant quand on commence avec cette carte personnage, puisque ça nous permet d'être positionné un petit peu sur les deux expéditions. On temporise, mais du coup, on a de la présence déjà un petit peu des deux côtés. Le scribe runique du monolithe n'a rien de particulier, il coûte 2, il va mettre des statistiques de 2. Bon, ça reste assez moyen dans le deck, mais ça permet encore une fois, on est vraiment sur une faction qui a des statistiques vraiment équilibrées, donc ça permet d'avoir des cartes qui se positionnent en début de tour pour temporiser, pour voir ce que va faire l'adversaire, et derrière d'aller mettre les statistiques qui vont bien pour aller bloquer ou pour aller prendre les majorités. Le scribe runique dans sa version rare, il est un peu plus faible, il a un de moins sur sa forêt, il reste à 2 en montagne et en océan, et il va nous permettre de ravitailler si on contrôle un jeton. Alors vous l'avez compris, les jetons, on en a forcément beaucoup avec Ordis, donc ici on va pouvoir assez simplement venir ravitailler. D'ailleurs, si on joue Sigismar, on va avoir le jeton déjà d'office tous les tours, donc on pourra forcément ravitailler avec le scribe runique. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant dans un deck comme ça. Ravitailler, pourquoi? Euh, non pas qu'on ait besoin forcément de cartes dans la réserve pour faire des effets particuliers, mais ça nous permet, voilà, c'est une demi-pioche hein, finalement, donc ça nous permet de ne pas tomber en manque de cartes, ce qui peut être très intéressant, surtout si on joue sur un deck un petit peu orienté jeton et donc potentiellement avec beaucoup de petites cartes si on veut le jouer comme ça. On a d'autres façons de jouer des decks jetons en mettant des cartes quand même plus imposantes avec des coûts plus élevés. Mais si on veut le jouer et l'orienter avec potentiellement beaucoup de petites cartes, on peut avoir un grand intérêt à venir ajouter des ravitaillements. Le légat du monolithe est une carte qui nous donne 2-1-2, petite faiblesse sur la montagne, mais un effet très intéressant puisque ça nous dit que si l'expédition sur laquelle il est n'avance pas, on va pouvoir au crépuscule saboter. En l'occurrence, bon, au niveau du timing, ça veut dire que si au niveau du crépuscule, elle n'avance pas, quand on regarde un petit peu les expéditions, on va pouvoir saboter, mais on va pouvoir saboter pas immédiatement, on sabote après le repos. Donc ça veut dire que on va regarder les expéditions qui avancent, on va renvoyer les personnages dans la réserve, et ensuite seulement on va pouvoir saboter, mais néanmoins avant la nuit. C'est-à-dire qu'on va saboter avant de regarder si on a 2 personnages ou plus dans la réserve. Ça reste intéressant dans le sens où on aura généralement toujours quelque chose à saboter, mais ce ne sera pas forcément hyper impactant pour l'adversaire dans le sens où on ne vient pas lui saboter une des 2 cartes qu'il aurait gardées. Si il met plusieurs cartes en réserve, on vient lui saboter avant qu'il fasse son nettoyage pour avoir seulement 2 cartes dans sa réserve. C'est une carte du coup généralement qu'on va vouloir poser en début de tour pour laisser la possibilité à l'adversaire de lui mettre un petit peu un ultimatum en lui disant bah, soit tu viens prendre l'expédition et du coup tu te feras saboter, soit tu me laisses l'expédition à 2-1-2, ce qui est plutôt intéressant de prendre une expédition avec seulement deux manas d'investis dessus. Le légat du monolithe dans sa version rare nous donne quelque chose d'un peu plus équilibré avec des stats de 2-2-2.
et nous permet une autre possibilité, donc on est plus sur de la polyvalence, au lieu de le rejouer de la réserve pour faire le même effet, on va potentiellement pouvoir la défausser pour aller ramener un jeton soldat. Donc en fonction des cartes qu'on a dans la main, si on a des choses qui sont mises en place, qui nous boostent pas mal nos jetons, si on a besoin d'un certain nombre de jetons, ou tout simplement si on n'a pas assez de mana pour faire ce qu'on veut et qu'il nous manque juste un petit peu de stats, on va pouvoir venir juste défausser notre légat du monolithe pour utiliser son effet de soutien et créer une recrue en 10. L'archiviste du monolithe est un peu plus puissant que la moyenne, du coup des stats de 3-3-3 pour un coup de 2 de la main ou de la réserve. Pourquoi des stats élevées? Parce qu'il a ce petit malus qui est le défenseur. Défenseur, ça veut dire que c'est une carte qu'on va jouer pour embêter notre adversaire, mais sur laquelle, enfin, sur une expédition sur laquelle on va pas pouvoir avancer. Donc je mets donc de la même façon que le légat du monolithe, c'est plutôt une carte qu'on va jouer en début de tour. On va positionner son défenseur et on va dire à notre adversaire, bah, cette expédition-là, tu pourras pas venir y jouer, ou en tout cas, il va falloir mettre beaucoup de ressources si tu veux venir prendre l'expédition. L'adversaire n'aura pas forcément envie de le faire puisqu'il ne viendra pas nous bloquer, on se bloque déjà tout seul avec le défenseur. Donc, intéressant à jouer si on vient égaler les stats de l'adversaire, tout simplement, puisque en cas d'égalité, bah, on se bloque soi-même, mais on est déjà bloqué, mais on bloque aussi l'adversaire. L'archiviste du monolithe, dans sa version rare, nous donne une petite stratégie supplémentaire, puisqu'il va perdre défenseur si on a deux autres bureaucrates. Donc si on oriente son deck avec énormément de personnages bureaucrates, et il y en a quand même pas mal, on va pouvoir perdre le défenseur. Donc si je le joue avant pour mettre un petit peu la pression, que derrière je joue deux bureaucrates, finalement je vais finir mon tour en enlevant mon défenseur de mon archiviste et peut-être surprendre l'adversaire en venant prendre l'expédition qu'il n'avait pas prévu que je prenne. Ozma, c'est un personnage qui nous coûte 2 depuis la main et la réserve également, qui nous met des stats plutôt faibles, 1 en plante, 2 en montagne et 1 sur l'océan, mais ça va nous permettre de piocher, à la condition qu'on ait au moins 3 autres personnages. 3 autres personnages chez Randis, c'est assez facile à obtenir. Si on joue du Sigismar, on a déjà un jeton qui est déjà placé, puisque évidemment les jetons sont aussi des personnages, et on va pouvoir activer cet effet également depuis la réserve. Donc c'est une carte qui nous permet de récupérer pas mal de cartes, voilà, de piocher assez souvent. Très utile sur les decks, comme je le disais, où on va avoir beaucoup de petits personnages à jouer et on veut pouvoir jouer un maximum de cartes. Ozma, dans sa version rare, revient sur un équilibre avec des stats de 2-2-2 et nous permet d'être un peu plus polyvalent sur notre jeu. L'Espioneur 10 nous permet pour un coup de 3 de saboter tout en mettant des statistiques à 2-2-2. Donc on est souvent, vous l'avez remarqué, avec des statistiques à 2-2-2, on est équilibré, on met ça partout. Ça équivaut finalement à une carte 2-2-2 comme on a vu précédemment pour un coup de 2. Là finalement on la paye un de plus pour pouvoir saboter et ça c'est plutôt intéressant puisque saboter ça permet de garder un petit peu de contrôle sur ce que fait notre adversaire. En l'occurrence, s'il a une carte en réserve qu'on ne veut absolument pas voir rejouer sur le terrain, on peut lui enlever directement. L'Espionne Ordis, dans sa version rare, nous permet en complément de pouvoir, quand je le joue de la réserve, rajouter un jeton soldat. Du coup, si j'oriente ma stratégie où je veux énormément de jetons soldats, notamment parce que j'aurais mis un monolithe, par exemple, qui est le bastion de la faction et qui nous permet de booster nos jetons, on peut avoir intérêt d'aller jouer la rare ici. La procuratrice, enfin, qui nous permet pour un coup de 3 de venir mettre des stats de 2-3-3, ce qui est plutôt moyen, mais qui reste suffisant. Et elle va mettre la pression, tout comme le légat du monolithe, dans le même genre. C'est un bureaucrate également. Ça nous dit que lorsque l'expédition sur laquelle elle est, elle n'avance pas, on va pouvoir piocher une carte. On a donc ici un petit peu un mix entre le légat du monolithe et Ozma. On va positionner une carte plutôt sur le début du tour, mettre la pression à l'adversaire, ou en tout cas potentiellement juste venir euh, contrer l'adversaire en égalant
les stats qui l'intéressent. Nous, notre intérêt, c'est potentiellement de ne pas avancer. Si on avance, c'est pas comme les défenseurs, hein, si on avance, on est content puisque on va réellement pouvoir avancer. Par contre, voilà, si on fait juste bloquer ou si on a moins de statistiques que l'adversaire parce qu'il a investi sur cette expédition, bah nous, on n'est pas gêné, ça nous intéresse tout le temps parce qu'on va pouvoir piocher une carte, ce qui reste quand même un effet très intéressant. Piocher une carte, encore une fois, si je suis sur un deck avec beaucoup de faibles personnages, ça aura encore plus d'impact. Sur sa version rare, la procuratrice ne coûte plus que 2, donc c'est d'autant plus intéressant si je me fais ma stratégie avec beaucoup de petits personnages et beaucoup de pioches, et on a des stats équilibrées à 2-2-2, donc on peut très bien imaginer tout un deck avec beaucoup de personnages comme ça à 2-2-2, très équilibré, où je peux en mettre beaucoup, et j'ai finalement, même sans jouer de jetons, je peux venir avec un nombre assez important de personnages. On passe ensuite avec notre commandant de la Légion Kakoba qui pour un coup de 3 va nous ramener des stats toujours équilibrés à 2-2-2 mais qui va nous permettre de gagner 2 boosts si on contrôle au moins 3 autres personnages. Donc comme je le disais précédemment, 3 autres personnages chez Ordis c'est plutôt facile à avoir et donc ça nous ferait une carte si on joue notamment beaucoup de jetons à 4-4-4 pour un coup de 3. Pour sa version rare, on va avoir la même chose, mais avec un boost supplémentaire. Donc, si on oriente avec beaucoup de jetons et qu'on a de la place pour aller mettre une rare, le Kakoba va prendre son sens et pouvoir nous donner 5-5-5, ce qui est très intéressant pour 3 en coup depuis la main ou depuis la réserve. Tot est un bureaucrate qui va embêter l'adversaire, qui va être joué peut-être plus principalement sur un Warou et Mac, puisque on est sur une carte qui n'a pas forcément besoin d'avancer. Si elle n'avance pas, tout comme les précédents bureaucrates qu'on a vus, on va pouvoir activer quand même son effet. Warou et Mac, on est sur un héros qui aime bien endormir, et donc toutes ces cartes bureaucrates sont très intéressantes avec lui puisque les effets, même endormis, vont rester actifs. Et en plus de ça, le Warou nous permet d'ajouter un jeton soldat s'il endort un bureaucrate. Donc on a des très belles combinaisons avec lui si on joue pas mal de bureaucrates. Ici, pour un coup de 3, on va mettre 3-3-2 en statistique, qui est plutôt correct. Euh, et du coup, si l'expédition sur laquelle Tot est n'avance pas, on va pouvoir créer un jeton dans l'expédition qu'on cible après le repos. Donc, c'est-à-dire que ce sera quelque chose qui sera disponible pour le tour suivant, donc vraiment dans la même orientation stratégique que Warou. On va pouvoir aller préparer le tour suivant avec des jetons recrues. Sur sa version rare, ça me permet de faire la même chose, mais d'aller mettre 2 jetons. Donc si en plus de ça, on oriente un petit peu le deck avec, avec pas mal de jetons pour pouvoir optimiser ces jetons, soit parce que j'ai des cartes comme Kakoba où je veux très facilement avoir mes 3 autres personnages, soit parce que j'ai un monolithe où je veux avoir un maximum de jetons pour aller les booster. Voilà, là on est dans un cas où on va pouvoir facilement aller mettre d'autres jetons. Ça reste conditionnel, c'est-à-dire que si je mets la carte, l'adversaire va pas forcément avoir envie de me donner 2 jetons et donc va peut-être me laisser euh, l'avancer sur l'expédition. Le Quetzalcoatl, toujours un bureaucrate qui embête l'adversaire. On a des statistiques à 4-4-4 pour un coup de 4 depuis la main ou de la réserve, ce qui est plutôt intéressant. Et pour le coup, on va venir embêter l'adversaire s'il pioche ou s'il ravitaille. On va dans ce cas-là créer un jeton recrue hors 10 dans l'expédition de son choix. C'est intéressant si jamais on arrive à l'endormir, puisque forcément le tour suivant, l'adversaire va automatiquement piocher lors de son matin. S'il a des permanents qui lui permettent de ravitailler, c'est encore plus intéressant, puisque ça nous permettra de piocher, d'avoir une pioche et un ravitaillement, et donc nous, de déclencher 2 fois l'effet, et donc de créer 2 recrues dans les expéditions qu'on peut choisir. Dans sa version rare, il coûte que 3, donc il est plus facile à jouer. Il va mettre des statistiques un peu plus faibles, 3-3-3. Mais si on joue voilà,
beaucoup sur les effets, si on veut endormir pas mal de personnages, notamment avec le fameux Waru en héros. Je pense que c'est plus intéressant de jouer la rare pour aller la mettre plus facilement et de pouvoir jouer d'autres choses sur le même tour. Le conseil est encore un bureaucrate, ça nous permet de mettre les mêmes statistiques avec le même coût que le Quetzalcoatl. Et ici, on va embêter notre adversaire puisque l'expédition sur laquelle on va mettre le conseil, eh ben, l'expédition qui sera en face chez notre adversaire, il ne va pas pouvoir y faire ce qu'il veut. Tous les effets, que ce soit flèche, effet main ou effet réserve, ne vont pas pouvoir s'activer. Donc finalement, vu que généralement on a quand même pas mal de cartes qui ont au moins un effet du genre, il va être un peu limité dans ses choix. Donc ce sera d'autant plus impactant si on est sur un deck en face où l'adversaire n'a pas beaucoup de cartes en main, pas beaucoup de cartes en réserve, il va être un peu limité sur ce qu'il veut faire. Et donc ça va potentiellement l'obliger, s'il n'a pas trop de choix, à aller mettre sa carte sur l'autre expédition et à nous laisser cette expédition-là. Le conseil, de la même façon sur sa version rare, descend à 3 en coût pour des statistiques de 3-3-3. Le Robin des Bois va être une des cartes les plus appréciées de la faction quand on va jouer des bureaucrates, car il permet d'augmenter le coût des personnages joués par l'adversaire. Pour un coût de 4, il permet d'avoir des statistiques qui sont suffisantes, 3 sur la forêt, 2 sur la montagne et 2 sur l'océan. Mais le fait de faire jouer notre adversaire avec des personnages qui vont lui coûter plus cher, c'est très impactant puisque soit je le joue en cours de jeu et donc le dernier personnage qu'il avait prévu de jouer de la main, bah, il va lui manquer son mana pour pouvoir le jouer, donc il ne pourra pas faire ce qu'il avait prévu. Soit je le joue plutôt en début de tour, et donc potentiellement, il y a 2 voire 3 personnages qui vont être impactés, et donc potentiellement, ça veut dire qu'il va jouer que 2 personnages au lieu de 3, et donc forcément, il aura un net désavantage par rapport à ça, qui sera sûrement plus conséquent que les quelques stats qui me manquent par rapport au coût du Robin des Bois. La version rare est d'autant plus intéressante qu'on ne se limite pas aux personnages joués par l'adversaire, mais aux cartes jouées par l'adversaire. Et donc, quel que soit ce qu'il joue, que ce soit des sorts ou que ce soit des permanents, ça aura un réel impact. Ce sera valable dans tous les cas. Avec la version commune, si l'adversaire a suffisamment de potentiel dans sa main, il va pouvoir jouer autre chose et passer outre l'effet du Robin des Bois. On passe ensuite à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui nous coûte 4, qui nous met seulement des stats de 2-2-2, ce qui va nous faire un tour assez faible, mais elle prépare le tour suivant, puisque lorsqu'elle va quitter la zone d'expédition, elle va ramener des jetons soldats, un dans chaque expédition. Sur des decks où on veut un petit peu de jetons, ça permet d'être plutôt efficace, puisqu'on va commencer le tour avec déjà 2 jetons sur nos expéditions. En revanche, la problématique qui se pose, la faiblesse un petit peu de cette carte, c'est que le tour où on va la jouer, elle va être assez faible, donc on risque de perdre une expédition. Donc je pense que c'est une carte à jouer de façon assez situationnelle. Si l'adversaire a passé son tour à mettre du permanent et n'a pas mis grand-chose sur les expéditions, ça peut être rentable d'aller mettre 4 puisque on va pouvoir quand même prendre une expédition à ce moment-là. Si je joue une version de mon deck avec beaucoup de jetons, j'ai tout intérêt à aller jouer plutôt la Jeanne d'Arc dans sa version rare. Elle me coûte seulement 1 de plus quand je vais la jouer. Par contre, elle va me rajouter 2 jetons de plus, un dans chaque expédition. Donc on arrive avec 4 jetons déjà disponibles pour le tour suivant, ce qui est quand même assez impactant. On est plutôt serein pour le tour prochain. Même difficulté, on est sur du coup un tour où on la joue qui va être plutôt faible. Si on a bien prévu son dernier tour et que ça nous permet logiquement d'aller chercher potentiellement les 2 expéditions sur le prochain tour, on peut se prévoir un petit retard sur ces expéditions ce tour-ci. On a aussi pas mal d'uniques ou même quelques cartes ici de la faction qui nécessitent d'avoir des personnages présents pour activer leur effet. Vu qu'ici on
comment dire, les personnages seront déjà en place en début de tour, on n'aura aucune mana à dépenser, et donc on pourra faire un tour d'après avec des personnages qui pourront déclencher des effets intéressants. Anubis, dans sa version commune, coûte 5 pour des statistiques de 3, 4 et 3, ce qui est plutôt bof, mais ça permet d'aller sacrifier un personnage chez moi et chez l'adversaire. L'adversaire va choisir son personnage, mais si je le joue au bon moment, et notamment si je le joue à un moment où il va y avoir qu'un personnage en jeu, ça peut être assez impactant. Je lui demande d'aller retirer son personnage. Si je joue contre une faction Muna qui a ancré un personnage avec pas mal de boost, c'est intéressant de venir lui sacrifier. Si en face, il a joué un gros personnage qui coûte cher depuis la main, donc typiquement un Atlas, un fils d'Yggdrasil, un Kraken, un Hydracaena, et qu'il n'a rien d'autre sur son terrain, et ben, je vais directement jouer mon Anubis pour venir lui faire sacrifier son personnage. Très efficace du coup avec les decks où on a un petit peu de jetons, parce que nous, le personnage qu'on va sacrifier, si c'est un petit jeton à 1-1-1, on n'aura pas perdu grand-chose. D'autant plus efficace chez Sigismar qui va automatiquement pouvoir sacrifier ce jeton dès le début. Comme première carte jouée, on peut jouer Anubis et venir directement embêter l'adversaire s'il a joué sa grosse carte sur un tour. Sur sa version rare, elle est tout aussi intéressante puisque elle passe à un coût de 4, donc beaucoup plus facile à mettre. Sur les decks qui jouent vraiment orientés jetons, où on va pouvoir sacrifier un peu ce qu'on veut, ça va pouvoir être très impactant pour gérer ce que va nous mettre l'adversaire sur ses expéditions. Au niveau des stats, en plus, on perd pas énormément puisqu'on perd juste 1 en stats en montagne. Donc là, on est vraiment sur une rare qui est vraiment pas mal. Ici Toc est une carte qui va nous coûter 6, la plus chère de base sur la faction, et ça va nous amener des statistiques de 4, 4, 4, ce qui est plutôt correct vis-à-vis de son effet. L'effet nous dit du coup que ça va bloquer tout simplement l'expédition qui est de l'autre côté. Donc l'autre expédition et celle qui lui fait face chez l'adversaire ne peuvent pas avancer. Donc si je suis sur un tour où j'ai 8, 9 mana, que j'ai temporisé un petit peu avec des petites cartes à 1 ou 2, et que l'adversaire commence à prendre un avantage sur une expédition, et que moi j'ai potentiellement, je suis plutôt bien parti sur l'autre expédition, je vais pouvoir poser un Easy Toc, je vais bloquer l'expédition où il a déjà mis des ressources, et je vais du coup avec mes 4 espérer en tout cas prendre l'expédition sur laquelle je suis. En tout cas, si je joue la carte, c'est que je le fais pour gagner l'expédition sur laquelle je joue ici toc. Pour un coup de 5, je peux mettre la rare qui va me donner des stats à 3, 3, 3. C'est tout aussi intéressant, ça se joue plus efficacement, ça peut se jouer plus tôt, et donc potentiellement sur des decks orientés bureaucrate, puisqu'on est sur un personnage bureaucrate, ça aura tout son sens, puisqu'on pourra venir le jouer avec d'autres personnages, venir l'endormir pour bloquer un peu l'expédition, potentiellement sur 2 tours. Si je bloque une expédition sur laquelle un personnage adverse est ancré, par exemple, et ben, endormir mon Icitok pourrait prendre tout son sens. Et enfin, du coup, on a un petit effet de défausse, là, un effet de soutien qui nous permet de piocher une carte. Si je vois que l'adversaire il prend les mesures nécessaires pour pas trop être impacté par mon Icitok, ou alors tout simplement si je vois que je manque un petit peu de cartes parce que je me suis fait saboter ou fait faire défausser pas mal de cartes, je peux choisir une pioche qui reste un effet tout à fait correct en effet de soutien. On passe ensuite au sort avec la première carte qui nous fait un effet très intéressant sur les decks où on va avoir beaucoup de jetons. Chargé ne nous coûte que 2 depuis la main et 2 depuis la réserve. Elle est fugace, on va pouvoir le jouer qu'une fois, mais ça va nous booster tous les personnages qu'on contrôle. Donc ça va être d'autant plus impactant qu'on a un nombre de petits personnages assez facilement jouables dans cette faction. Et donc voilà, on peut facilement aller mettre avec le ouvrez les portes qu'on verra juste après, 4 jetons. Si on a joué une Jeanne d'Arc le tour d'avant, on a 4 jetons. Voilà, pour 2, on vient mettre 4 boosts finalement. Si jamais on avait un monolithe qu'on avait réussi à placer un tour précédent, ça viendrait en plus rajouter
d'autres boosts, et donc on serait vraiment avec énormément de stats sur le terrain. Dans sa version rare, ça va nous coûter un de plus depuis la réserve, mais ça perd l'effet fugace. Ce qui veut dire que je vais pouvoir sur le même tour dépenser finalement 5 mana pour venir booster 2 fois mes personnages. Ce qui peut avoir tout son intérêt si vraiment on oriente tout son deck sur uniquement de la création de jetons. L'entraînement à l'esprit d'équipe nous coûte 2 depuis la main ou depuis la réserve. Il est fugace et ça va nous permettre de gérer n'importe quel personnage qui va avoir un coût inférieur au nombre de personnages qu'on contrôle. Donc là encore, orienté avec un nombre de jetons, si on a 4 personnages, voire 5 personnages sur le terrain, ce qui est relativement simple à avoir chez Ordis, on va pouvoir renvoyer en réserve un personnage adverse de coups de main équivalents, donc 4 ou 5 assez facilement. Ça permet d'être assez polyvalent, j'ai envie de dire, en tout cas pour retirer du plateau les personnages embêtants qui auraient un coup de main assez faible, on va dire, mais pour une carte qui ne va pas nous coûter grand-chose, puisque ça va nous coûter que 2, donc on pourra jouer notre tour normalement, mettre des jetons, mettre des cartes, et on pourra finir notre tour en renvoyant tout simplement en réserve un des personnages avec un coût qui pourrait être à 3, 4, 5 assez facilement. Sur sa version rare, elle va nous coûter plus cher, elle sera plus difficile du coup à positionner, mais ça va nous faire venir un jeton soldat dans une expédition. Donc si on joue vraiment avec une orientation où on booste les jetons avec du monolithe, la carte peut prendre son sens pour aller mettre une 2-2-2 assez facilement, tout en pouvant gérer des petits personnages. Le saut adhésif nous permet d'aller gérer cette fois-ci des personnages plutôt avec des coûts élevés. Donc ça permet d'être un bon complément à l'entraînement à l'esprit d'équipe. Ça nous coûte 3 depuis la main ou la réserve, c'est fugace, on va pouvoir l'utiliser qu'une fois, mais on va pouvoir renvoyer soit un personnage, soit un permanent qui va nous coûter au moins 4, enfin qui va coûter à l'adversaire au moins 4 depuis sa main. Donc, comme je disais, c'est un bon équilibre avec l'entraînement à l'esprit d'équipe où on va pouvoir facilement euh, gérer des personnages plus faibles. Ici, on va gérer des personnages plus forts. Donc, pour 3, on va pouvoir renvoyer en réserve les cartes que j'ai citées un peu plus tôt, les personnages tels que le Kraken ou l'Atlas. Et on va pouvoir aussi défausser les permanents qui seraient un petit peu impactants. Une ruche des scarabots à 6 chez Axiom, potentiellement un monolithe chez un Nordis si on fait un match miroir. On pourrait enlever des permanents comme ça qui sont un petit peu gênants sur la partie. Et pour un coût assez faible puisque ça ne coûte que 3. Le saut adhésif sur sa version rare sera plus difficile à jouer. Il perd son fugace, il peut être joué 2 fois. Ça permet potentiellement d'avoir moins de cartes dans son deck si on veut jouer le saut adhésif plusieurs fois. Voilà, il prend pas son fugace et donc on va pouvoir le rejouer. Il va coûter un peu plus cher, donc c'est quand même à réfléchir, mais ça nous permet potentiellement de mettre plus de communes dans le deck. La faction Ordis, c'est quand même la faction pour le coup qui a énormément de communes qui sont très intéressantes, là où les autres factions ont quand même des rares qui sont généralement beaucoup plus intéressantes que les communes. Ici, on peut construire des decks très viables avec beaucoup de communes. Donc c'est pas une idée absurde d'aller mettre un saut adhésif en rare. La carte Ouvrez les portes, c'est la carte qui nous permet de mettre beaucoup de recrues. Et donc, si on a des choses qui nous demandent d'avoir beaucoup de personnages, ou si on a un monolithe qui vient nous booster, bah, ça devient tout de suite très fort. Si on joue du Gulrang qui vient nous booster nos personnages, ce sera également très fort, puisqu'on viendra doubler leur valeur, hein, tout simplement. Donc, si je viens créer 2 jetons de chaque côté avec mon Ouvrez les portes, ça me fait 4 jetons. Si je suis avec un monolithe ou un Gulrang, ça nous fait du coup des statistiques à 8, 8, 8 répartis un petit peu sur le terrain, et ça nous aura coûté que 5 depuis la main, 6 depuis la réserve, puisque la carte n'est pas fugace. La version rare est intéressante également, elle est un peu moins chère depuis la réserve, 5 et 5, ce qui permet de la jouer potentiellement 2 fois sur un tour où on aurait 10 mana,
Et ça me permet de mettre du coup 4 jetons soldats, mais de pouvoir les distribuer comme je le souhaite. Donc si je laisse un petit peu mon adversaire jouer et que je vais l'utiliser une seule fois en payant 5, ça me permet de venir les mettre de façon à prendre les expéditions qui m'intéressent et potentiellement de mettre les 4 jetons dans la même expédition. Le jour de célébration est le dernier sort de la faction qui va nous coûter 5 également. Depuis la main ou depuis la réserve, il est fugace et il va nous permettre de bloquer l'adversaire, nous aussi en l'occurrence, mais on est vraiment sur une stratégie complètement différente ici, puisque on va vraiment faire en sorte qu'une expédition n'avance pas. Soit on a mis vraiment beaucoup de petites cartes dans son deck pour avancer lentement et du coup espérer jouer le jour de célébration assez tard et venir surprendre l'adversaire en lui disant bah non, l'expédition sur laquelle tu as mis beaucoup de ressources, elle n'avance pas, on va juste avancer sur l'autre. Mais voilà, je pense que la surprise, elle va être intéressante seulement si on le joue assez tard dans le tour. Donc si l'adversaire a quand même mis déjà toutes ses ressources, ce qui me semble assez compliqué à faire étant donné que la carte coûte quand même 5. Euh, à voir si, comme je le disais, ça peut rentrer dans un deck où on joue beaucoup de petits personnages avec pas mal de pioches de ravitaillement. On peut venir le surprendre comme ça, pourquoi pas. Le jour de célébration, dans sa version rare, coûte 8, ce qui est quand même énorme en termes de coût, mais ça va bloquer les deux expéditions. Bloquer les deux expéditions, c'est qu'on est vraiment pour le coup sur du contrôle pur et dur, et donc c'est qu'on joue typiquement euh, que des cartes bureaucrates avec de l'endormi. On va venir embêter l'adversaire et on va potentiellement jouer le grand projet pour pouvoir avancer un petit peu tous les tours. Donc vraiment une carte à n'imaginer dans sa version rare que si on joue vraiment du contrôle et qu'on veut juste empêcher l'adversaire d'avancer avec pas mal de défenseurs, des personnages voilà, qui peuvent s'endormir et venir gêner l'adversaire, et avec des cartes qui nous permettent quand même de venir avancer, ou en tout cas d'être plutôt fort en fin de jeu. Ça peut être intéressant potentiellement avec Gulrang, même si je trouve que le coût de 8 est quand même très élevé. Généralement, le tour, on a 8 mana, on a mieux à faire que juste bloquer les deux expéditions. On arrive enfin au permanent, donc nos trois permanents. Le premier, c'est un transporteur Ordis qui nous permet de créer des recrues. Donc ça va être très impactant sur les decks où on va pouvoir booster les recrues, ou en tout cas les decks où on va vouloir sacrifier ou avoir pas mal de personnages. Ça nous coûte 3, on essaye de le mettre sur l'un des deux premiers tours de notre jeu. Et après, on est tranquille pour la partie, on aura des recrues tous les tours dans l'expédition compagnon. Pour 5, on peut jouer la rare pour mettre 2 jetons. Ça peut être intéressant sur les decks où on va venir vraiment booster les jetons. Je pense notamment à Gulrang où on va avoir quand même un impact tous les tours. Ça va nous mettre l'équivalent de 4-4-4 sur le terrain. Donc ça peut être intéressant d'aller mettre un transporteur Ordis dans sa version rare dans ce type de deck. Le monolithe, la carte, on va dire la plus jouée, la plus intéressante de la faction si on joue euh, pour le coup sur un deck orienté jeton, puisque pour 5, une fois que je l'aurai joué, elle va être rentabilisée assez vite, puisque tous les personnages qui vont rejoindre l'expédition à partir de maintenant vont gagner un boost. Et donc potentiellement, voilà, à partir du cinquième personnage qui sera joué, elle sera rentabilisée potentiellement, vu qu'on est sur une faction qui joue beaucoup de personnages, notamment avec les jetons, on va pouvoir en un tour, voire des fois deux, on va pouvoir la rentabiliser. Donc rentabiliser très vite et ça va venir vraiment faire la différence puisqu'en fin de partie, toutes nos recrues, au lieu de mettre 1, elles seront doublées, 2 2 2. Donc vous imaginez que si on a 5 recrues hors 10, au lieu de mettre 5 5 5, finalement on a l'équivalent de 10 10 10, ce qui va être quand même plus gênant pour l'adversaire. Sur sa version rare, ça nous coûte que 4, mais pour le coup, les boosts ne vont marcher que sur les personnages non jetons. Donc, on change de stratégie. Là, on n'est plus sur la stratégie recrue. Ça va être une carte qui va être beaucoup moins intéressante, sauf si on oriente peut-être
son deck avec, comme je disais, beaucoup de petits personnages où on ne va pas jouer forcément du jeton. Ça reste une stratégie qui est, je pense, intéressante à mettre en place, même si je ne suis pas sûr que ce soit très compétitif. Et enfin, du coup, le grand projet qui nous coûte 6, mais qui nous permet à midi d'avancer l'expédition qu'on choisit d'une région. Sur sa version rare, elle a un Corias 2 qui permet de venir protéger notre grand projet. On l'a payé 6, on n'a pas envie qu'il soit défaussé facilement avec un effet d'unique ou d'une carte qui vient juste gérer un permanent. Donc ici, on peut efficacement venir le protéger en lui mettant une version rare. Si je veux jouer le grand projet, ça veut dire que j'ai tout intérêt à venir temporiser un maximum. Je veux avoir un maximum de tours pour en profiter. Et donc, je vais vouloir gêner mon adversaire un maximum. Ça s'orientera plus sur des decks avec des bureaucrates qu'on peut endormir pour venir gêner l'adversaire. Et ça s'orientera plus avec des défenseurs, avec des stratégies qui nous permettent voilà, d'empêcher notre adversaire d'avancer, même si nous, on n'avance pas non plus. Au niveau des cartes transfuges, je commence avec la mécanicienne de la fonderie, une carte transfuge qui est très intéressante puisqu'elle coûte 1 depuis la main et 1 depuis la réserve, et ça nous donne des statistiques très intéressantes, 1, 1, 2, donc c'est plutôt polyvalent, ça se met un peu partout, et ça peut prendre un océan avec 2 le tour où on la joue. Elle est très intéressante également puisqu'elle a un effet de soutien qui nous baisse le coût d'un permanent de 1. Très intéressant puisqu'on a des permanents, on a vu, qui sont quand même très impactants chez Ordis. Et donc si je joue, que ce soit n'importe lequel de mes 3 permanents de base, hein, si je joue un transporteur Ordis, si je joue un monolithe ou si je joue un grand projet, je peux les jouer potentiellement un tour avant et donc profiter de leur effet une fois de plus sur la partie, ce qui est très fort. Je peux la jouer évidemment aussi de la réserve pour un coût de 1 qui garde des statistiques intéressantes, mais ce sera généralement quand même moins intéressant que d'aller l'utiliser pour jouer du permanent. Le Ratatosk est une carte qui nous permet de temporiser un petit peu depuis la main, ça coûte 1, ça met 1, c'est plutôt correct. Et depuis la réserve, ça va nous coûter 3 et ça va nous apporter des stats de 3 puisqu'on vient avec le Ratatosk mettre 1, avec les jetons soldats mettre du coup 2 fois 1. Là où c'est intéressant, c'est là encore sur les decks où on va venir, par exemple avec le monolithe, booster tous nos personnages, puisque ici, quand je joue mon Ratatosk de la réserve, je viens jouer 3 personnages. Donc ça va être 3 boosts supplémentaires avec le monolithe, ça va être 3 personnages d'office donnés pour déclencher mon Kakoba par exemple. On peut avoir pas mal de choses intéressantes dans ce sens. Le Jian, superviseur d'assemblage, me coûte 2 depuis la main et la réserve. Il m'apporte des stats de 3 en forêt, 2 en montagne, rien du tout en océan. Plutôt situationnel, mais ça peut être intéressant si je viens jouer sur un biome de forêt. Son intérêt peut aussi résider sur son effet de soutien qui peut me déclencher les effets flèches de mes permanents. On verrait qu'il y a peut-être quelques permanents qui sont intéressants dans les transfuges et qui ont des effets flèches en fonction du deck que l'on joue. L'ingénieur de la fonderie, ensuite, est une carte qui nous coûte 2 également depuis la main et de la réserve. Ça nous met des stats de 2-1, pas exactement équilibrées comme on pourrait le souhaiter, mais pas mauvaise pour autant. On va pouvoir, de la même façon que la mécanicienne de la fonderie, venir baisser le coût d'un permanent lorsqu'on va jouer cette carte depuis la réserve. Et pas des moindres, puisqu'on peut baisser le coût du permanent qu'on va jouer prochainement de 2. Ce qui, pour un monolithe, nous permet d'aller jouer notre monolithe en même temps qu'on va jouer autre chose, et donc de ne pas faire un tour à vide en termes d'expédition, ce qui est quand même très intéressant. L'aspirant du Havre est une carte qui va nous coûter 2 depuis la main, mettre des statistiques de 3, 1, 1, ce qui est plutôt moyen. Son intérêt va être là aussi sur son jeu depuis la réserve, puisque pour 4, il va nous rapporter les mêmes stats, mais il va rajouter un jeton hors 10 dans chacune des expéditions. Donc plutôt équilibré, on ne choisit pas les expéditions, on les répartit.
Mais on va avoir, là encore, si on a un monolithe, si on a un Gulrang, on va pouvoir avoir quand même des jetons soldats qui sont un peu boostés, et donc pour 4 mettre pas mal de stats. Je passe ensuite sur Amelia Earhart qui a des statistiques plutôt équilibrées avec 2-2-2 comme on aime bien chez les petits personnages de chez Ordis. Elle va nous coûter 3 depuis la main et venir avec un boost, ce qui nous fera 3-3-3. Mais elle va être intéressante depuis la réserve puisqu'elle coûtera 1 pour mettre des statistiques de 2-2-2. Donc, on a parlé d'un deck où on a beaucoup de petits personnages. Typiquement, voilà, si on a beaucoup de petits personnages et qu'on avait mis la carte qui nous permettait de ravitailler, là, Amelia Earhart pourrait prendre son sens et nous faire un deck qui n'est plutôt pas mauvais. L'alchimiste du Kadigir nous coûte 3 depuis la main, il va gagner 3 boosts, ce qui nous fera 4-4-4 au final. Et depuis la réserve, on va le jouer pour 1 pour venir mettre 1-1-1 ce qui nous permet de temporiser. Ça peut être intéressant. Là encore, si je veux orienter mon deck avec la Amelia Earhart et beaucoup de petits personnages, il va pouvoir être intéressant. Il sera fort depuis la main, mais il sera aussi très intéressant depuis la réserve pour pouvoir temporiser et venir laisser jouer l'adversaire et venir compléter. Baba Yaga, une des cartes qui peut être intéressante dans tous les decks, puisqu'elle a des stats assez convaincantes. Elle coûte 3. Elle va mettre des stats de 3, de 2, mais elle va venir piocher une carte. Depuis la réserve, elle n'aura pas son effet de pioche, mais ça reste une bonne carte. Elle va coûter seulement 2 pour avoir des stats de 3, de 2. Intéressante dans tout deck où on veut avoir un peu de pioche. Sur un deck de base, on estime qu'il faut quand même avoir au moins une ou deux cartes qui nous permettent de ravitailler ou de piocher pour ne pas être trop embêté si on se fait notamment saboter ou gérer trop de cartes par l'adversaire. Je pense qu'elle pourrait être très intéressante dans ces decks avec beaucoup de petits personnages où on va vouloir tous les jouer et donc piocher encore plus de cartes. Le marchand de sable est une carte qui nous coûte 3 depuis la main, qui va mettre des stats de 0-3-3, ce qui est assez moyen, mais il va permettre d'endormir quelqu'un et de lui faire gagner 2 boosts. Pour avoir cet effet de faire gagner 2 boosts, alors c'est pas obligatoire, mais du coup, ça va un petit peu nous inciter à le jouer sur un de nos personnages. Certes, on pourra le jouer notamment sur un dernier tour pour venir donner 0-3-3 sur une expédition et endormir un personnage adverse. Dans tous les cas, on n'est pas obligé de lui faire gagner 2 boosts si jamais c'était pas le dernier tour et que on pourrait endormir quelqu'un de plutôt faible. Mais il va prendre tout son sens sur un deck bureaucrate où on va aimer endormir les personnages puisque leurs effets vont rester actifs quand ils sont endormis. En plus de ça, voilà, on vient lui faire gagner 2 boosts et donc le tour prochain, on aura un personnage qui sera plus puissant et qui aura toujours son effet d'actif sur le terrain. Donc très efficace avec un deck bureaucrate, généralement joué avec Waru et Mac. La guerrière du Havre est une carte qui nous coûte 3, qui nous met des très bonnes stats. Ça nous vient de chez Bravos, donc 4-4-4, ce qui est très intéressant. Et en plus de ça, c'est assez polyvalent puisque ça nous permet de jouer avec un effet de soutien notre prochain personnage avec un boost supplémentaire. Donc ça peut être très situationnel, mais voilà, ça nous permet, si on a suffisamment de cartes, d'aller défausser cette carte pour venir donner juste le boost qui pourrait nous manquer quelque part. On arrive avec Vertéchine, qui est une carte défenseur, donc qui va se jouer de la même façon que notre archiviste du monolithe, plutôt sur un deck potentiellement où on veut juste embêter notre adversaire, donc peut-être avec notre grand projet si on veut aller jouer, temporiser et jouer un maximum de tours pour rentabiliser notre permanent. Pour 4, on vient mettre des statistiques à 5, 5, 6, ce qui peut venir largement embêter notre adversaire. En plus de ça, on a du coup un défenseur qui disparaît si on contrôle au moins 2 bureaucrates. Donc il suffit de jouer un deck vraiment orienté bureaucrate, et c'est généralement ce qu'on fait si on oriente notre deck vraiment avec des défenseurs et un grand projet. C'est les cartes qui vont être les plus intéressantes. Pour le coup, on va être sur un Verteshin qui perd son défenseur et qui compte avec ses stats de 5, 5, 6 qui va nous permettre d'avancer
Donc ça pourrait être très intéressant. En tous les cas, l'adversaire sait qu'on peut jouer des bureaucrates derrière et donc il va avoir tout intérêt à venir jouer quand même sur l'expédition Weber-Téchine dans le doute pour ne pas venir se faire voler l'expédition euh, typiquement. Le Kuwait va avoir un coût de 4 et nous mettre des statistiques à 5,55, ce qui est plutôt intéressant, mais il nous demande de sacrifier un personnage. Pas forcément intéressant chez Ordis, on peut certes sacrifier un jeton, euh, mais on a des stats qui sont quand même pas excellentes par rapport au coût. Donc généralement, ça va être quelque chose de plutôt moyen. J'ai du mal à le voir jouer efficacement dans un des decks, mais voilà, sur un deck où on met vraiment beaucoup de jetons sur un tour et qu'on n'utilise pas le potentiel de ces jetons, on pourrait le mettre pour aller mettre des statistiques équilibrées pour un coût de 4, pourquoi pas. Athéna est une carte qui va nous coûter 5 depuis la main, venir avec 2 boosts, donc nous donner 5, 6, 6, ce qui est très correct. Et depuis la réserve, on va pouvoir la rejouer pour 3. Ça va nous donner un 3-4-4, ce qui est aussi très correct. Et en plus de ça, du coup, elle va perdre Fugace si on a au moins 2 autres personnages. 2 autres personnages, on l'a dit, c'est assez facile, c'est même très facile à avoir chez Ordis. Et donc, on va pouvoir tous les tours pouvoir rejouer une Athéna à 3-4-4 pour un coût de 3. Donc là, on est vraiment sur une utilisation où, si on veut rentabiliser cette carte, c'est parce que on dépense énormément de cartes et donc on veut éviter d'être en rupture de cartes si on n'a pas mis beaucoup de pioches, si on n'a pas mis de ravitaillement dans son deck. Atlas, c'est une carte qui va nous coûter 5, qui va seulement apporter 1-1-1 sur nos expéditions de chaque côté, puisqu'il est gigantesque, donc l'équivalent de 2-2-2. Mais son intérêt est que les jetons qu'on contrôle vont gagner gigantesque. Et ça va être pour le coup très très fort si on a mis beaucoup de jetons avant de jouer notre Atlas. Ou même à la rigueur si on a joué notre Atlas avant. Si j'ai joué beaucoup de jetons, même si je ne les ai pas forcément boostés avec Gulrang ou avec un monolithe, et ben, d'office, ils vont avoir gigantesque et du coup, ils vont être présents des 2 côtés. Alors, vous imaginez bien que effectivement, s'ils sont en plus boostés par les éléments dont j'ai parlé, on va avoir des jetons qui seront forts et qui vont compter 2 fois. Donc le 5 d'Atlas peut être très facilement rentabilisé. On peut aller mettre sur un dernier tour vraiment énormément de points, notamment si on joue des decks comme Gulrang et Toxin par exemple. Achille, c'est une carte qui coûte 5, qui est plutôt équilibrée avec ses stats de 5-5-5 et qui va nous donner Corias 1. Au même titre que Kuwait le Dissident, je pense que c'est cher pour des statistiques qui sont pas géniales. Euh, à voir si ça peut rentrer dans des decks où on veut beaucoup de petits personnages, mais là en l'occurrence on a des gros personnages, donc je pense qu'on peut faire un deck entier avec énormément de petits personnages, beaucoup de pioches, et qu'on s'en sortira mieux que si on met ces 2 cartes-là. Le Kraken, qui est la dernière carte que nous propose la faction dans sa partie transfuge. Le Kraken qui peut venir surprendre vraiment en fin de partie. Il nous coûte 7 à mettre, que ce soit de la main ou de la réserve. Il va nous rapporter 8 en océan et il va nous dire que seulement l'océan va compter. En plus de ça, il est gigantesque. Du coup, le tour où on le met, on dit à notre adversaire, eh bien, on compte que l'océan et moi j'ai déjà 8 à gauche et 8 à droite. Débrouille-toi. Généralement, si on arrive à temporiser un petit peu avec des cartes à 1 avant de le mettre, on gagne généralement assez facilement des 2 côtés le tour où on le met. Ça peut nous faire une condition de victoire très, très efficace. La condition pour arriver à ça, c'est de sacrifier 2 personnages. 2 personnages, c'est pas rien, mais quand on est sur un deck avec des jetons, ça peut s'obtenir assez facilement. D'autant plus que voilà, si on met des cartes comme un Ratatosk ou un KD Ordis qui vient mettre plusieurs personnages avec peu de valeur, peu de statistiques, on va pouvoir venir temporiser un petit peu grâce à ces cartes. L'adversaire va jouer ses ressources pour aller mettre des cartes
sur les expéditions et on vient tout simplement sacrifier nos cartes qui ne nous ramenaient pas grand-chose pour aller mettre le Kraken et venir vraiment le surprendre à ce moment-là. Ça peut se jouer sur un avant-dernier tour si on veut le faire 2 fois de suite. Mais une fois que l'adversaire a eu la surprise, il peut réagir en conséquence et venir jouer ses cartes en fonction pour déjà mettre sur du biome de l'océan. On arrive au sort du coup sur la partie transfuge avec abreuvé qui va aller dans le même sens que notre chargé. On va venir booster 2 personnages ciblés. Ça nous coûte 2, on met 2 boosts. C'est pas excellent, mais on est sur quelque chose qui n'est pas fugace et donc qui va pouvoir se réutiliser de la réserve. Et pour le coup de la réserve, ça nous coûte que 1. Donc intéressante sur les decks où on va avoir beaucoup de jetons, puisque pour 3, on va pouvoir donner au final 4 boosts et temporiser. Et on a également quelque chose d'intéressant si on joue la stratégie de beaucoup de petits personnages avec beaucoup de pioches, beaucoup de ravitaillement, où ici on va pouvoir aussi les booster assez facilement et venir temporiser pour voir ce que va jouer notre adversaire et aller compléter et prendre les majorités après qu'il ait joué. Le don de soi peut aller dans ce même type de deck puisque ça nous coûte 2, c'est fugace, donc ça peut se jouer de la main ou de la réserve. Donc si on a des possibilités de ravitaillement, mais on n'en a pas énormément, du coup, je crois qu'on en a vu que une finalement de passer dans ce deck. Euh, on est content aussi de le jouer depuis la réserve, voilà, puisqu'il est fugace, il va nous coûter que 2, et ça va nous permettre de piocher 2 cartes si on sacrifie un personnage. Donc si on joue des personnages à faible coût, si on joue même des jetons qu'on rentabilise pas encore, on peut venir tout simplement piocher des cartes et préparer ses tours suivants. La décharge de Kélon est une carte qui nous permet de contrôler un petit peu ce que va nous donner notre adversaire. Ça va nous coûter 3, mais ça permet de renvoyer en réserve un personnage ou un permanent qui va nous coûter 4 ou moins. Donc ça reste quelque chose qui va pouvoir être utilisé à la place de notre entraînement à l'esprit d'équipe. Si on est sur un deck qui n'a pas forcément beaucoup de jetons, où on ne va pas avoir forcément beaucoup de personnages, et donc on ne va pas pouvoir rentabiliser notre entraînement à l'esprit d'équipe, on peut avoir plus d'intérêt à aller jouer la décharge de Kélon, sachant que la décharge de Kélon est quand même plus polyvalente puisqu'elle nous permet également de venir défausser un permanent. On est limité avec le coût de la main, mais pour un coût de 3, ça nous permet quand même de renvoyer pas mal de cartes qui pourraient nous embêter. Le sceau de conjuration est une carte qui nous permet de piocher. Là encore, sur un deck où j'ai besoin de piocher parce que j'ai beaucoup de cartes à faible valeur, je peux avoir tout intérêt de jouer cette carte. Ça me coûte 3, c'est pas anodin, ça me fait perdre quand même potentiellement une expédition le tour où je le joue. Mais ça peut être intéressant de prendre un petit peu de retard si derrière je peux faire des choses intéressantes ou si je veux jouer vraiment sur un jeu à long terme et que j'ai des possibilités en main pour le faire. Le saut de conjuration en venant de la réserve va nous coûter quand même un peu cher et donc je pense qu'il ne sera pas forcément utilisé. Je pense qu'il sera plutôt jeté puisque 5 c'est quand même cher pour aller piocher 2 cartes à moins que vraiment on ait beaucoup d'avance et qu'on ait besoin d'aller piocher beaucoup plus de cartes pour se débloquer. Je vois pas du tout l'intérêt. Le portail du bannissement, qui est encore une carte qui nous permet d'avoir du contrôle. On peut très bien orienter notre deck avec pas mal de contrôle, hein. Si on le joue notamment bureaucrate, on a déjà énormément de contrôle. Si on vient rajouter des sorts qui nous permettent de gérer les personnages que va jouer notre adversaire, on peut finalement avoir un deck contrôle quasiment au même niveau que ce qu'on peut faire avec Izmir. Ici, pour 4, on peut défausser du coup ce qu'on veut, que ce soit un personnage ou un permanent. C'est très polyvalent. C'est toujours intéressant d'en avoir un dans le deck pour supprimer ce qu'on n'avait pas prévu de rencontrer. Ça coûte 4, ce qui est pas peu cher, mais ce qui reste quand même acceptable si derrière on vient supprimer une carte qui a coûté 6 ou 7 à l'adversaire. C'est très intéressant. L'explosion céleste, qui est là aussi une carte contrôle qui nous vient de chez Izmir, qui nous permet du coup de défausser 2 personnages ou permanents en face. Ça va nous coûter grosso modo tout notre tour, mais là encore, si je joue avec des cartes
qui sont assez peu chers. Je vais pouvoir jouer juste ce qu'il faut à gauche, à droite pour mettre un peu de stats. Et quand il me reste 7, je vais jouer l'explosion céleste pour virer deux personnages adverses ou même permanents s'ils sont vraiment gênants. Ça peut faire la différence. C'est un peu cher, mais si je le joue avec un bon timing, je peux vraiment surprendre l'adversaire et lui enlever des cartes qui seraient vraiment très gênantes. En plus de ça, je pioche une carte, ce qui est un bonus qui est quand même tout à fait intéressant pour préparer le tour d'après. Le hub d'Escarabot, qui est l'un des permanents qui a du coup un effet flèche. Très intéressant avec du coup la carte qu'on a vue tout à l'heure qui nous permettait de déclencher avec un effet de soutien notre permanent. Ici, on vient redonner 3 compteurs Kélon. C'est pas excellent comme effet flèche, on verra qu'on a beaucoup mieux avec les deux derniers permanents, mais ça peut nous permettre d'avoir systématiquement du coup des jetons. L'intérêt du hub, c'est que s'il ne nous coûte que 2, donc ça peut se mettre en début de partie assez facilement, et après, il nous permet de payer un tous les jours pour aller mettre déjà un jeton 2 de 2 dans une expédition. Si on a des cartes qui nous boostent un petit peu nos jetons, ça peut être très rentable. Ou même si je joue avec un deck orienté avec des petits personnages, ben voilà, je mets déjà pour un 2 de 2, ce qui est suffisamment intéressant pour venir temporiser, voir ce que fait l'adversaire. On est tout à fait sur la même stratégie. Prairie prolifique, carte absolument nécessaire si je joue des bureaucrates, puisqu'ils vont me coûter un de moins une fois par tour. Donc si je joue du Warou Emac avec énormément de bureaucrates, c'est la carte qui va être essentielle dans le deck et qui va me permettre du coup pour seulement 2 d'être mis en place et de préparer du coup toute ma partie. Elle sera rentabilisée très très rapidement, donc c'est vraiment une carte que j'espère avoir en tout début de partie. Le brouilleur blindé me coûte également que 2, pas très cher à mettre dans la zone des permanents, et du coup il a un effet flèche qui nous permet de saboter. Donc c'est là où je disais qu'on a quand même un effet flèche beaucoup plus impactant, et en plus de ça, s'il quitte la zone de repère, je peux resaboter. Donc si jamais je veux défausser un de mes permanents, on a certaines uniques qui peuvent avoir une stratégie un peu comme ça. Si je viens tout simplement enlever mon brouilleur blindé, je peux venir saboter en plus. On est sur une faction qui, même si elle n'est pas orientée autour des permanents, a des permanents qui sont très intéressants pour sa stratégie. Et donc venir mettre un troisième permanent tout en sachant qu'on peut venir saboter en supprimant du coup le permanent en trop que serait le brouilleur blindé, c'est aussi très intéressant. Venir saboter, ça permet de garder le contrôle sur notre adversaire et de lui enlever les cartes qu'on ne veut pas voir. Et enfin, l'Isba de Baba, qui a elle aussi un effet flèche qui est très intéressant puisque ça nous permet de piocher une carte et peut-être orienté aussi sur un deck avec plein de petits personnages. Ça nous coûte 3 à mettre en place et derrière ça me permet de sacrifier un personnage pour laisser mon adversaire jouer. Je dis après vous, il joue son tour et je peux revenir dans la partie derrière et rejouer encore une fois. Donc je le vois vraiment uniquement sur la stratégie où j'ai beaucoup de petits personnages, puisque si j'oriente vraiment une stratégie autour des jetons, j'ai bien mieux à faire. Je préfère aller mettre du monolithe, Bastion Hardis, ou à la rigueur du transporteur, et j'aurais pas la place d'aller mettre ce permanent-ci. Et petit bug, il me manquait la dernière carte, la voici, c'est le générateur kélonique qui coûte 4 et qui me permet chaque tour de payer 1 pour piocher une carte. C'est déjà cher à mettre en place, ensuite c'est cher tous les tours. Je pense que c'est pas une carte qu'on va voir vraiment souvent dans les decks, en tout cas pas avec le corset. Ce qu'il manque un peu, ça va être les manas. On n'a pas dans le deck Ordis de façon d'aller augmenter la mana, contrairement à d'autres decks comme Muna ou Bravos qui permettent ça. Ici, ça me paraît quand même très cher pour aller piocher les cartes, alors qu'on a quand même quelques autres possibilités pour aller les piocher, sachant qu'on va quand même pas tomber en réel manque de cartes si on se débrouille bien. On n'a pas tant d'effets de soutien que ça. On n'a pas des effets qui deviennent fugaces tout de suite. On a quelques sorts, mais c'est quand même pas une majorité du deck.
Donc je pense que c'est pas une carte qui a vraiment son intérêt aujourd'hui dans le deck. Ça en aura sûrement avec les extensions à venir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis de réfléchir au deck que vous souhaitez construire en fonction des rares et des uniques que vous avez pu obtenir dans vos boosters. Si d'autres factions vous intéressent ou si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur un héros en particulier, je vous invite à aller regarder les autres vidéos que j'ai fait ou que je vais faire. Et en attendant, je vous dis à bientôt.